impressionnée par la taille de Coutances et le nombre de personnes qui est présent ici au vernissage. Il y a deux choses qui m'impressionnent pour Coutances, c'est le nombre de jeunes à Coutances et le nombre de personnes sensibles à la culture et à la mémoire, on va dire, à Coutances. Je voulais aussi remercier monsieur le maire pour son discours qui m'a touchée et la directrice du musée et tout le personnel du musée qui sont incroyables par leur hospitalité et par leur aide pour concevoir l'installation de l'exposition. Parce qu'il y a pas mal d'œuvres nouvelles et c'était pas si simple à installer et j'ai été bien aidée, vraiment bien aidée par tous ceux qui travaillent au musée. Alors, bien sûr, je remercie Christian Savary. On s'est rencontrés sur Internet parce qu'on fait un petit peu un travail qui est similaire. Donc on s'était trouvés par Internet et puis par téléphone. Et puis aujourd'hui, c'est la première rencontre. Il y a 2 jours, on s'était jamais vus et donc c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est toujours très fort les rencontres quand elles deviennent virtuelles et qu'elles passent à quelque chose de réel. C'était très très important pour moi de venir ici à Coutances par rapport au Sentier de la mémoire. C'est un travail d'association qui m'impressionne beaucoup, qui m'a impressionné beaucoup, que j'ai suivi vraiment régulièrement, vous l'avez vu, que je suivais de près. Vous avez une chance incroyable, enfin les jeunes ici, je ne sais pas si vous réalisez, mais je pense que vous réalisez la chance incroyable que vous avez d'avoir un enseignant, d'avoir cette association qui vous rend homme, femme, qui vous rend inscrit dans la société, quoi. Qui vous fait passer de l'âge d'enfant, de l'âge de la passivité à un âge où on devient responsable et où on prend conscience de ce qui se passe dans le monde. Et c'est pas seulement par rapport au passé, parce que de ce que je vois quand même sur le net, vous ne faites pas que des actions tournées vers le passé, vous bougez aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui correspond aussi à ce qui se passe pour moi. Et c'est vraiment essentiel qu'on bouge. Et si je fais ce travail, c'est pour les mêmes raisons, c'est parce qu'on ne peut pas rester passif. Et je ne peux pas rester passif, parce que quand on reste passif, enfin si moi je reste passif, je peux aller chez un psychiatre me faire suivre, parce que je serais déprimée, quoi. Donc la seule façon de ne pas déprimer, c'est d'être actif, parce qu'au moins on a l'impression de faire bouger un peu quelque chose. Ou on s'imagine qu'on fait un peu bouger. Mais je pense qu'on fait un peu bouger quand même quelque chose. Alors depuis, comment on peut faire bouger quelque chose? Chacun a ses armes. Alors les miennes, elles sont doubles, c'est ce qu'on disait. Je suis psychiatre, donc j'ai l'habitude d'écouter les souffrances individuelles, de soutenir, d'aider les gens à vivre avec ce qui les a traumatisés dans l'enfance ou plus tard, et aussi de se construire, pas seulement de les aider à vivre avec, mais de se construire avec la résilience pour arriver à se servir de ce qu'ils ont vécu pour aller plus loin. Parce qu'on est tous uniques avec ce qu'on a vécu, mais aussi avec ses souffrances. Et avec ses souffrances, on arrive à être unique aussi dans ce qu'on met en place dans sa vie. Et ça, c'est vraiment important. Les souffrances ne font pas que nous écraser. Les souffrances, on peut s'en servir pour avancer. Donc ça, c'est la première chose, ça, c'est ma profession. Mais on le voit avec les déportés. Et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que je suis particulièrement sensible et émue par le discours des déportés, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi quand j'entends les survivants et qu'ils ont tous un amour de la vie, tous survivants, tout confondu, tout génocide. Après, chacun avec sa culture propre, c'est différent, mais dans tous les cas, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'ils ont tous, parce qu'ils ont failli perdre la vie et qu'ils ont vu que la vie était tellement fragile et qu'on risquait voilà, de la perdre d'un claquement de doigts, ils ont tous un amour, mais inconditionnel de l'humain et inconditionnel de la vie. Et ça, c'est une leçon pour tous, quoi. Et c'est une leçon pour les jeunes, et c'est une leçon même pour moi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est très fort. Ça nourrit mon travail aussi en tant que psychiatre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, l'un nourrit l'autre, on va dire. Et donc, depuis, donc une des armes, on va dire, c'est mon métier, mon écoute, on va dire. Et la deuxième, c'est le fait que je peins depuis que je suis petite. Et en fait, en 2008, j'ai décidé de choisir une thématique, puisque avant j'ai beaucoup travaillé, j'ai peint, j'ai dessiné, j'ai fait beaucoup de choses voilà, pour avancer, je ne savais pas vers quoi. Et en 2008, j'ai décidé de peindre la souffrance collective. Alors ça a été une toile de chômeurs d'abord. J'ai pas du tout pensé à la Shoah ni au génocide, c'était pas du tout, j'avais pas du tout l'idée que j'allais peindre quoi que ce soit. Et après j'ai démarré une toile sur les chômeurs, non, une sur les chômeurs, puis une sur les SDF. Et puis je suis tombée sur une photo à la libération des camps, j'ai fait une toile sur la libération des camps, vous ne les avez pas ici.
puis j'ai fait une deuxième toile sur la libération des camps et je pensais que j'allais passer à autre chose et en fait j'ai pas réussi à passer à autre chose. En fait c'est pas que je n'ai pas réussi, ça s'est pas présenté, je suis restée là-dessus. J'ai écouté des témoignages, j'ai revu sur internet beaucoup de témoignages, j'ai relu des livres, j'ai revu des films de témoignages et imprégné à chaque fois des témoignages, j'ai continué à peindre. Et donc j'ai peint que des toiles sur la libération des camps et des toiles sur les déportations avant les camps, quand les gens étaient déportés en ville. C'était toujours des groupes sans visage, où les gens étaient anonymes déjà, puisque désignés juste parce qu'ils étaient juifs pour partir en déportation. Et puis j'avais 8 toiles à la maison comme ça, et puis tout le monde était interloqué parce que j'avais peint ça, et donc je me suis dit, puisque ça gêne, je vais les exposer. Et j'ai cherché un lieu qui ne soit pas un lieu de vente, et donc voilà. J'ai fait la première exposition, et là la question c'était de savoir où j'étais dans ce que j'avais peint, puisque moi-même je suis née en... je ne vais pas dire quand. Après illusion. En tout cas, je suis largement après-guerre. Et donc, je n'ai pas d'histoire personnelle. Mes parents, je suis juive. Mes parents m'ont rien raconté quasiment de la période de la guerre. Ils n'ont pas été déportés, mes grands-parents non plus. Donc bon, je ne savais pas trop où j'étais dans ce que j'avais fait. Je savais juste que c'était sorti et que c'était là. Alors j'ai décidé de reprendre des toiles d'avant et d'écrire des textes sur toutes les toiles que j'avais fait pour comprendre où j'étais. Les toiles, des textes, vous en avez à côté de chaque toile pratiquement il y a des textes. Et au fur et à mesure de l'écriture des textes, j'ai trouvé un titre pour l'exposition et le titre c'était Témoin passif, témoin coupable, point d'interrogation. C'était la première exposition. C'était une exposition assez noire, pas du tout comme la plupart des toiles que vous avez ici, à part la toile noire ici, les déportés. Il y a bien 2-3 toiles de cette première exposition, toutes les autres n'y sont pas. Et j'ai écrit des textes sur des toiles d'avant et je me suis rendu compte que la Shoah était déjà tapie dans mes toiles d'avant. Ce que je n'avais pas remarqué, mais c'était évident que dans certaines toiles, elle était là. Il y en avait d'autres qui l'avaient déjà remarqué. J'avais une toile à la maison qui était la Médina de Marrakech, que j'avais peinte à partir d'une photo que j'avais prise de la Médina qui était dans mon salon. Enfin, la toile était dans mon salon et en fait, on m'avait déjà dit 2 ans avant que je peigne la Shoah. On avait demandé à mon mari pourquoi j'avais peint Auschwitz. Voilà. Et j'ai cru que la personne délirait, parce que pour moi c'était la Médina du Maroc, mais bon, en l'occurrence 2 ans après je peignais la déportation. Donc je me suis dit que c'était là en moi et que ça devait sortir, et puis quand j'ai compris le sens de ce que je faisais, je me suis dit ouf, je suis débarrassée, j'ai fait ma première exposition, je vais enfin me libérer, je passe à autre chose, et en fait non, je ne vais pas passer à autre chose, et puis en fait ça continue. Puis je me suis laissée embarquer en fait, comme... un peu sur un mode du travail psychanalytique. C'est-à-dire un travail psychanalytique, on fait de la libre association, quoi. On se laisse partir là où on part, mais j'ai fait pareil. Donc je me suis laissée partir où ça partait. Donc lors de la première exposition, il n'y avait pas de portrait, et j'ai eu besoin de revenir à la mémoire individuelle, et j'ai eu besoin de peindre des tziganes. Donc je suis allée dans une communauté de tziganes. Dans cette communauté de tziganes, on a eu des entretiens avec des familles qui ont été internées à Argelès, et quand je sortais des entretiens, j'allais peindre. Donc il y a eu quelques toiles, ils m'ont dicté des textes, il y a un texte qui est là, et c'était les textes de leur message que je voulais diffuser, parce que la mémoire tzigane n'est pas assez diffusée. Eux ne prennent pas souvent la parole, et donc je trouve que c'était important que moi je la prenne, pour soutenir leur parole. Et puis après, j'ai trouvé que mon exposition était assez noire, elle était dure, et j'ai voulu transmettre quelque chose de positif. Et comme je disais tout à l'heure, on se construit avec ce qu'on a vécu. Et donc je voulais que ce soit de l'humain qui soit transmis et pas l'inhumain. Je ne voulais pas qu'on soit dans quelque chose de douloureux. Les gens, en plus, n'ont pas envie d'aller voir une exposition douloureuse. C'est un petit peu comme la parole des déportés quand ils sont revenus. En fait, la parole des déportés, on n'avait pas envie de l'entendre, c'était trop horrible. Donc c'était difficile pour les déportés de parler. Et pareil, j'ai eu les mêmes retours pour la première exposition. C'est bien, mais dur, hein. Donc je me suis dit, ça fonctionne pas, ça. C'est pas possible de faire ça. Donc en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit supportable. Et je pense que les déportés ont fait le même chemin. Ils ont rendu leur parole supportable pour qu'elle puisse être entendue. Sinon, si on n'est pas entendu, autant se taire. Et puis, j'ai commencé à me dire que ça avait du sens, parce que quand on fait une exposition, on vient toujours me voir et parler de ce qu'on a vécu pendant la guerre. Si on est dans un petit coin et qu'on écoute, on se rend compte que les gens parlent. Donc c'est vecteur de parole. Donc je me suis dit que ça avait du sens, et ça avait du sens de faire un parcours et d'aller d'un lieu à l'autre. Et donc j'ai décidé d'aller d'un lieu à l'autre et de véhiculer la mémoire d'un lieu à l'autre. C'est-à-dire que de peindre une mémoire du lieu où je vais, une mémoire individuelle du lieu où je vais, et de la ramener dans un autre lieu, ce
qui fait que ça fait un dialogue de mémoire et que ça renvoie les mémoires inconnues dans le lieu d'après. Et j'ai commencé comme ça. Et puis peu à peu, voilà, j'ai passé d'un lieu à l'autre, je suis dans des écoles, dans des églises, des petites expositions, des grandes, ça c'est une grande, il y en a eu une grande, il y en a eu dans 2 mairies parisiennes, il y en a eu dans des lieux de mémoire, il y en a eu au Foutouf, il y en a eu dans un camp de résistance en Belgique, bon, dans différents, à Compiègne. Bon, je ne sais plus, dans beaucoup d'endroits. À un moment, le Conseil d'Europe est venu vers moi, donc je ne fais pas partie du Conseil d'Europe. En fait, on a fait appel à moi pour que j'illustre des colloques et des fiches pédagogiques pour les scolaires européens. Et c'est par ce biais-là que je suis allée à des colloques et que j'ai peint pour le Conseil d'Europe, toiles que j'ai gardées. Je ne les donne pas. Et les reproductions partent, mais pas les toiles. Et donc je suis allée d'un lieu à l'autre, et dans les lieux, il y avait des gens qui parlaient, donc ça a permis de transmettre la mémoire aussi de Juste albanais, de Juste en Pologne, de Juste bulgare. Ça m'a permis aussi de transmettre la mémoire, pardon, des mémoires totalement oubliées qui commencent à remonter, la mémoire de Thessalonique. Donc Thessalonique, c'est une ville qui était à 50% juive, et c'était affreux quand j'y étais. Enfin, la mémoire est complètement effacée. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, donc il y a eu vraiment un travail qui a été fait, je suis récemment. Et je dois retourner à Thessalonique, il y a des enseignants qui veulent m'inviter, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose sur Thessalonique. Quand je suis revenue de Thessalonique, j'ai fait 6 toiles pour Thessalonique, parce que c'était insoutenable, cet effacement de la mémoire. Et puis peu à peu, je suis allée dans des écoles, et puis j'ai été sensible aussi au discours des Tutsis, parce que je me suis rendu compte que en fait, dans tous les génocides, se rejoue la même chose, avec chacun des spécificités propres. Mais quand même, se rejoue la même chose, c'est le négationnisme, par exemple, essentiellement le négationnisme. Et pour les Tutsis, ça m'a profondément ébranlé. Qu'il faille prouver que les siens sont morts et ont été tués, c'est insoutenable. On sait que les siens sont morts. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait peindre les Tutsis. C'est ça ce qui m'a fait peindre les Tutsis. C'est une dame qui est intervenue à un colloque du Conseil d'Europe et qui a dit qu'on avait nié le fait que toute sa famille était morte dans le village où elle était. Elle savait combien de personnes étaient mortes. Et on l'a nié jusqu'au jour où on a trouvé des fosses avec les 200 corps. Je ne sais pas combien, je ne retiens pas les chiffres. Je ne sais pas, mais avec un nombre de morts impressionnant. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on ait la preuve pour que ce soit vrai. C'est vraiment l'antinomie de mon travail. Nous, les psychiatres, on essaie pas de savoir ce qui est vrai. La parole, ça a une valeur en soi, point à la ligne. Et là, ce fait qu'on remette en cause la parole de quelqu'un qui sait très bien qu'elle a perdu les siens, ça m'a tellement effondrée que je suis allée la voir et je voulais la peindre, elle. Je voulais peindre la mémoire des Tutsis. Et donc l'année qui a suivi, j'avais envie de peindre des Tutsis connus. Moi, je me leurre, on ne connaît pas les Tutsis. Mais j'ai cru qu'il y avait des Tutsis connus. Donc j'ai voulu peindre des visages connus pour que ça attire des gens, pour qu'ils viennent voir. Et elle voulait que je peigne sa famille. Donc j'ai peint sa famille. 5 membres de sa famille disparus, et elle, comme pasteur, elle est là dans l'exposition, ici, Immaculée. On est devenus amis, on est restés liés, et après j'ai fait une exposition de 30 portraits, et là avec des personnalités, on va dire connues, que par moi presque, mais c'est pas grave, elles sont connues en fait, et qui chacune symbolise, en fait c'est important qu'un portrait symbolise son histoire, et pas seulement son histoire, enfin, d'autres histoires je sais pas, par exemple l'histoire d'un préfet qui s'est battu, c'est pas juste son histoire propre, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est opposé, l'histoire d'un résistant, l'histoire d'une résilience, enfin bon. Donc c'est toujours des portraits qui ont un sens en dehors même de l'histoire propre, quoi. Et puis après il y a eu l'année 2015 pardon, qui a été la mémoire du génocide arménien, les 100 ans du génocide arménien. Et là, j'ai eu la première mairie à Paris, la mairie du Neuf, qui m'a proposé de faire une exposition sur les 3 génocides. C'était la première fois. Mais ils m'ont dit, vous n'avez rien fait sur le génocide arménien. Et j'ai dit, ben oui, mais il n'y avait pas d'expo pour l'instant. Donc en fait, en 3 mois, j'ai fait 30 toiles, les grandes là, et 30 portraits et pour le génocide arménien. Et puis un petit fascicule, donc ça vous pouvez l'avoir sur internet si vous allez sur mon site. Il y a toujours un fascicule avec l'histoire individuelle de tous ceux que j'ai peints, pour les Tutsis comme pour les Arméniens. Et puis après, j'ai eu besoin de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc je trouve que la mémoire, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose qui est une mémoire du passé, parce que les choses se rejouent, ça se joue encore sous nos yeux aujourd'hui. C'est pas la même histoire, mais ça se rejoue. Et donc j'ai peint pour la mémoire des Yézidis,
Et puis, comme on dit tout à l'heure, j'ai parlé de Colonel Beltrame et Mireille Knoll, parce qu'en un même jour, se sont produits deux choses, enfin deux drames qui sont pour moi très significatifs. Le premier, c'est que d'imaginer qu'en 2021, le même jour, le même 23 mars, qu'en 2021, une femme juive puisse mourir brûlée, et c'est pas n'importe quoi, brûlée vive dans son appartement comme on mourait dans les chambres à gaz, et qu'on était brûlé après, c'est impensable. C'est juste impensable. Et le même jour, il y a eu donc cette victime juive, parce qu'elle était juive, par un voisin. Et là aussi, c'est l'impensable, qu'un voisin puisse tuer, qu'on puisse tuer anonymement. Je ne comprends pas, mais à la limite, on peut dire qu'on oublie qu'on a un humain en face, en buvant, je sais pas, en considérant l'autre comme un numéro, comme un cancrelat, comme ce qu'on veut. Mais sa voisine, je ne vois pas comment on peut oublier qu'on a un humain en face. Ça, c'est quelque chose, là, il y a quelque chose qui m'échappe, je ne comprends pas. Et c'est comme pour les Tutsis, hein, c'est la même question, hein, mais c'était les voisins. Et le même jour que quelqu'un ait pu se comporter comme injuste, c'est-à-dire que le même jour, le pire et le meilleur se sont exprimés, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un ait pu donner sa vie, prendre le risque de sa vie pour sauver un anonyme qu'il ne connaissait pas son voisin en l'occurrence. Ça veut dire qu'on a en nous, ça vient vraiment symboliser ce jour-là, ce qu'on a en nous chacun. On a en nous du bon et du mauvais. Et en fait, le travail que je fais, comme le travail que les Sentiers de la Mémoire et Christian Savary, c'est de dire que la seule façon de nous opposer à ça, c'est d'essayer d'augmenter les parts de bien qu'on a en soi pour essayer de contrecarrer ces parts de jalousie, de haine, qui mènent, de racisme, de rejet de l'autre, de ses différences, qui mènent au génocide. Donc la question, c'est de développer cette part en nous. Et c'est vraiment symbolique pour moi, Arnaud Beltrame et Mireille Knoll, parce que c'est vraiment nous, quoi. Voilà, c'est ces deux parts. Et bon, pour ici, j'ai rajouté un tableau, enfin plusieurs, mais entre autres, Simon Higel, parce que c'était une icône pour beaucoup de temps, c'est pour les Sentiers de la Mémoire, et donc j'ai fait son portrait pour la scène de la mémoire, volontairement ici. Et puis autrement, vous avez des installations sur le sens du monde, qui sont mes installations céramiques. Ça, c'est un travail très très récent que j'ai fait, qui est la même chose. C'est toujours un travail positif. C'est un travail sur le fait que le monde, les traces qu'on a dans le monde de tout ça, parce que les traces, c'est pas seulement les déportés, c'est pas seulement les victimes du génocide ou les rescapés qui les ont. Les traces, on les a en nous. Hein. Ces traces, elles doivent rester. C'est des traces de l'humanité, en fait. Et donc, mes mondes, ils ont les traces de l'humanité, ces brèches. Et puis, il y a quand même des parcelles de quelque chose qui sort de vie, quoi. Donc, c'est ça le sens de mon travail de céramique. Et puis, je parle de la dernière installation, je l'explique vite. C'est une installation qui est installée avec des regards pour la première fois, et c'est une installation sur la position de témoin. Donc, c'est des regards, et c'est l'idée qu'on ait tous des regards, et qu'on soit tous témoins de ce qui se passe, et qu'on ne reste pas passif. Voilà. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être venue. Merci.